Ah, les Fidji! Cet archipel paradisiaque me rappelle bien des souvenirs. Des plages de sable chaud, une nature sauvage tropicale intacte et même sa propre eau en bouteille. Mais il reste une chose très peu connue concernant ces îles, et c'est l'impact qu'elles ont eu sur le milieu de l'aviation. Et il est grand temps que ça change. Je vais te raconter une histoire. Ilaitia Tabakokoro est un Fidjien qui travaillait comme contrôleur aérien au début des années 90. C'est à cette même époque qu'avec quelques copains pilotes, il a décidé de faire un petit saut de Viti Levu, l'île principale de Fidji, jusqu'à une petite île située dans le nord-est de l'archipel. C'était une route qu'ils avaient déjà empruntée auparavant, donc ils n'avaient aucune raison de s'attendre à devoir affronter des difficultés pour atteindre leur destination. Cependant, peu de temps après que l'île principale n'a disparu derrière eux, leur avion fut heurté par un vent de travers qui les a fait dévier de leur trajectoire. Les îles qu'ils avaient prévu de survoler n'étaient donc plus visibles, et ils se sont alors rendus compte qu'ils étaient perdus dans l'étendue bleue de l'océan Pacifique. Les choses semblaient alors mal se présenter, jusqu'à ce que Tabakoro se souvienne que son avion avait récemment été équipé d'un GPS. Il l'a allumé, et en un clin d'œil, ils ont su exactement où ils se trouvaient, et ils ont rapidement changé de cap afin de retrouver la terre ferme. Cette histoire peut sembler banale pour toute personne qui vit au XXIe siècle. Cependant, à cette époque, le GPS était encore assez nouveau et beaucoup de gens n'étaient pas certains de son efficacité. Des années 40 jusqu'à la fin des années 80, la navigation aérienne reposait surtout sur les liaisons radar, radio et de simples observations à l'œil nu pour voir où on se trouvait. Les avions s'orientaient en fonction d'une succession de radiobalises et de repères visuels. Bien qu'imparfait, ce système était fiable sur Terre, mais il ne l'était plus pour les vols transocéaniques. Par exemple, les Fidji ne disposaient que de 5 balises de ce type pour couvrir un archipel composé de plus de 300 îles, séparées par de vastes étendues d'eau. Les avions qui survolaient l'océan employaient alors un membre d'équipage connu sous le nom de navigateur. Son travail consistait à déterminer où se trouvait précisément l'avion à chaque moment, en s'appuyant sur des techniques qui n'avaient souvent pas changé depuis l'époque des grands navigateurs. L'une des principales méthodes était la navigation céleste, qui était loin d'être parfaite. On utilisait le soleil, la lune et les étoiles pour déterminer les coordonnées de l'avion, mais cela nécessitait d'avoir un ciel bien dégagé. Si les conditions étaient mauvaises, on volait littéralement à l'aveugle. Une autre technique consistait simplement à estimer l'emplacement de l'avion en fonction de la distance qu'il avait parcourue depuis son dernier emplacement connu. C'est tout à fait faisable pour quelqu'un qui a une boussole et une bonne idée de sa vitesse, mais c'est encore loin d'être une science exacte, et ça ne sert à rien quand on est déjà perdu. La combinaison de ces deux méthodes permet de compenser quelque peu ces problèmes, mais ce n'était pas une solution à toute épreuve. Par mauvais temps, il est fréquent pour un avion de faire demi-tour ou de changer de cap de plusieurs centaines de milles. De tels écarts pouvant avoir de graves conséquences, il était important de trouver un moyen plus fiable pour naviguer d'un point A à un point B et parfois même ensuite C et D si l'avion le pouvait. Le premier satellite GPS a été lancé en 1978 et 23 autres satellites l'ont suivi durant les 15 années suivantes. Les satellites maintiennent une orbite géosynchrone par rapport à la Terre, ce qui signifie qu'ils suivent le mouvement de la planète afin de toujours survoler la même région. Cela signifie également que chaque satellite se trouve toujours à la même distance d'un point donné de la surface de la Terre. Le GPS que l'on utilise dans une voiture ou dans un avion envoie et reçoit des signaux de ces satellites en orbite. Il est alors capable de mesurer la distance entre ta position et les deux satellites les plus proches. C'est ce qui permet au GPS d'identifier ta position avec une grande précision. Le gouvernement américain voulait rendre la technologie GPS accessible au public. Le ministère de la Défense, lui, proposait de vendre l'accès à cette technologie aux compagnies aériennes. Cependant, suite à un crash aérien en 1983, ils ont décidé de rendre le GPS accessible gratuitement à quiconque possédait l'équipement nécessaire. Le gouvernement a également prévu d'augmenter le nombre de satellites GPS de 15 à 24. Certains pilotes se sont immédiatement mis à utiliser la navigation GPS. Mais en 1990, trop de personnes manquaient de confiance en cette technologie pour qu'elle devienne une norme. Et c'est là que les Fidji entrent en scène. Cet archipel était une destination touristique très populaire depuis de nombreuses années et il ne montrait aucun signe de ralentissement à cette époque.
Alors que les demandes de transport vers ce petit pays explosaient, le gouvernement fidjien voulait avant tout améliorer la sécurité et la fiabilité de sa principale ressource économique. C'est pourquoi, en 1994, les Fidji se sont portés volontaires auprès des États-Unis pour tester la technologie GPS sur les vols commerciaux. Avec 13 aéroports commerciaux et 7 aérodromes privés regroupés sur une superficie de seulement quelques centaines de kilomètres carrés, l'archipel semblait être le candidat idéal. Grâce à la diversité du paysage fidjien, la FAA a également eu l'occasion d'évaluer les performances des avions équipés d'un GPS sur différents terrains. De leur côté, les Fidji ont vu là les avantages d'un système de navigation qui couvrait l'ensemble de leur pays pour moins cher que les simples coûts d'entretien d'une balise radio. La FAA leur a fourni l'équipement et les Fidji étaient dans la course. Ou plutôt, ils le seraient après un an de préparation. Car les Fidji devaient encore moderniser l'ensemble de leur flotte commerciale et former leurs équipages à l'utilisation du nouvel équipement. Mais une fois que cela a été fait, le pays a vite commencé à récolter les fruits de son projet. Comme un GPS fonctionne aussi bien quelle que soit la météo, les avions n'ont désormais plus besoin de faire demi-tour en plein vol, en raison de mauvaise visibilité. De plus, comme les avions ne sont pas obligés de suivre une ligne de radiobalise et de repères visuels, les routes aériennes sont aussi plus directes. Cela signifie non seulement que les avions ont maintenant moins de risques de se perdre, mais ils peuvent aussi atteindre leur destination plus vite, quelles que soient les conditions météo. Le fait de savoir avec précision où chaque avion se trouve en temps réel a également été d'une grande aide pour les contrôleurs aériens de l'archipel. Avant que le GPS ne devienne largement disponible, 2 avions empruntant la même route ne pouvaient pas se trouver à moins de 100 000 l'un de l'autre. Le deuxième avion devait également attendre 18 minutes avant de pouvoir décoller. Grâce au GPS, les avions peuvent désormais voler tranquillement à seulement 23 000 les uns des autres, et l'attente entre 2 vols identiques a été réduite à 10 minutes seulement. Un autre grand changement, c'est que les avions n'ont désormais plus besoin de transporter suffisamment de carburant pour éventuellement retourner à leur point de départ. Comme les avions n'ont plus à craindre les demi-tours de dernière minute, ils n'ont plus qu'à emporter avec eux suffisamment de carburant pour atteindre leur destination. Cette réduction de la consommation de carburant fut tellement massive qu'un rapport de l'ONU de 1996 a conclu que les améliorations apportées aux avions pour avoir le GPS étaient rentabilisées après seulement 3 mois. Inutile de dire que les Fidji et la FAA étaient ravis d'apprendre que leur investissement avait porté ses fruits. L'utilité et la fiabilité de la navigation par GPS étant solidement établies, il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne devienne la norme standard. Le réseau GPS est finalement passé de 24 à 31 satellites, et les premiers satellites ont progressivement été retirés pour être remplacés par des modèles plus récents. Ils sont assez nombreux pour couvrir la majeure partie de la surface de la Terre. Seules les régions les plus extrêmes des calottes polaires causent encore quelques problèmes de couverture satellite. Mais cet angle mort diminue à mesure que la technologie GPS progresse. Ça a donc beau être plaisant de se plaindre de tous les inconvénients liés au transport aérien, il faut admettre que la technologie GPS a rendu les vols plus rapides, plus sûrs, et si on tient compte de l'inflation, moins chers qu'il y a à peine 30 ans. Et c'est en grande partie à cause d'un minuscule archipel du Pacifique Sud. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer sur celle de gauche ou celle de droite et de profiter de la vie.